Un bruit de porcelaine. Un frôlement. Nos mains se sont arrêtées à quelques centimètres l'une de l'autre, suspendues au-dessus de la même tasse, dans une hésitation trop lente pour être innocente. Ses doigts ont à peine effleuré les miens. Elle a levé les yeux, sans surprise. Comme si quelque chose en elle s'était immobilisé au même instant. Dehors, la pluie perlait en diagonale contre les vitres. Dedans, le silence s'est épaissi, dense comme une buée que personne ne voulait essuyer. Nous n'avons rien dit. Mais nous savions, tous les deux. Je venais de m'installer dans un ancien immeuble aux murs poreux, quelque part dans le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon. Un appartement au dernier étage, mansardé, avec vue sur des cheminées grises et des antennes fatiguées. Le genre d'endroit qu'on accepte pour le prix, pour le calme, pour la possibilité de se retrouver sans être vu. J'avais 27 ans, fraîchement largué par une relation trop longue et vidé par un boulot que j'avais quitté sans panache. Une de ces périodes où le corps tient encore, mais où tout le reste s'effrite doucement, sans heurts. Je ne cherchais rien, à vrai dire. Pas même du renouveau. Juste du vide. Du silence. Et un endroit pas trop cher pour laisser passer les jours. L'appartement au-dessus du sien s'est présenté comme une évidence. L'annonce était brève, sans photo. L'agence ne savait rien du voisinage, juste qu'il fallait être discret et ponctuel. J'ai signé sans poser de questions. Pendant plusieurs jours, je ne l'ai perçu qu'en fragments. Des pas, feutrés, précis. Un cliquetis de vaisselle, parfois des notes de jazz filtrant à travers le plancher comme un murmure qu'on n'ose pas couper. Elle vivait en dessous, mais c'était plus une présence qu'une personne. Une respiration parallèle à la mienne. Je l'ai vue pour la première fois un dimanche matin, en descendant un carton de livres. La porte d'entrée s'est ouverte dans mon dos. Je me suis retourné, un peu maladroit, et elle était là. Elle portait un pull sombre, trop grand, et ne portait pas de chaussures. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite, comme si elle n'avait pas prévu de croiser qui que ce soit. Elle avait la quarantaine, peut-être un peu plus. Belle sans y penser. Une beauté qui ne s'expose pas. Une manière d'être là, simplement. De ne pas en faire trop. Ou pas du tout. Elle s'est arrêtée sur le seuil, m'a regardé. Un hochement de tête, poli, distant. Bonjour, ai-je lancé, un peu trop fort. Bonjour, a-t-elle répondu, d'une voix posée. Puis elle a passé le portail et s'est enfoncée dans le petit jardin au fond de la cour. D'un pas lent, presque cérémonial. Comme si elle le faisait tous les jours depuis toujours. Je l'ai observé, sans vraiment le vouloir. Et j'ai continué. À regarder. À remarquer. Elle s'appelait Claire. Mais je ne l'ai su que plus tard. Au début, elle était juste elle. On se croisait par hasard. Dans l'escalier, devant les boîtes aux lettres, parfois dans la buanderie commune au fond de la cour. Elle avait ce geste de la tête, ce presque sourire, toujours retenu. Une réserve maîtrisée, élégante. Comme si elle savait exactement jusqu'où elle pouvait exister sans se rendre vulnérable. Je me disais que j'exagérais. Que je projetais. Mais il y avait dans ces silences une densité qui ralentissait tout autour. Et dans ses regards, une fraction de temps en trop. Comme une parenthèse qui s'ouvrait, puis se refermait aussitôt. Un jeudi après-midi, un orage a coupé l'électricité. Les lampadaires de la rue se sont éteints, et tout s'est tu. Je regardais la pluie frapper les carreaux quand on a frappé à la porte. Elle tenait une petite bougie posée dans une soucoupe blanche. Son visage était moitié lumière, moitié doute. Vous auriez des allumettes ? J'en avais. Je l'ai laissée entrer. Elle a jeté un œil autour de la pièce comme si elle ne savait plus très bien pourquoi elle était là. Je lui ai tendu la boîte, puis proposé un thé. Plus pour meubler que par hospitalité. Elle a hésité. Puis hoché la tête. Juste un instant, a-t-elle dit. Elle s'est installée à la petite table, les deux mains autour de la tasse comme si elle cherchait une encre. Je me suis appliqué à ne rien dire de trop. Et le silence, au lieu de nous éloigner, nous a tenus dans un équilibre étrange. Précis. Ses yeux ont suivi les étagères de livres derrière moi. Vous lisez beaucoup, a-t-elle dit. Parfois trop. Elle a souri. À peine. Mais c'était un vrai sourire. Ce n'est pas possible. Le reste s'est déroulé sans mouvement notable. La pluie, l'obscurité, l'eau chaude entre nos doigts. Et elle est restée.
plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu. Un point s'était déplacé. Presque rien. Mais je l'ai senti. Et je savais déjà que j'irais au bout de ce déplacement, même si je ne savais pas encore où il menait. Après cette soirée d'orage, quelque chose s'était déplacé entre nous. Ce n'était pas un rapprochement. Pas encore. Plutôt une présence nouvelle, comme une note ajoutée dans une phrase familière. Elle n'était pas devenue plus bavarde, ni plus proche. Mais son regard, quand il croisait le mien, ne se dérobait plus tout à fait. Il s'y attardait un peu. Assez pour que je le remarque. Trop peu pour que ce soit une invitation claire. Quelques jours plus tard, je l'ai trouvée dans la cour, agenouillée devant une plate-bande qu'elle semblait retravailler avec méthode. Elle portait un t-shirt noir, les bras tachés de terre, des lunettes de soleil relevées dans ses cheveux. Elle n'a pas levé la tête tout de suite. Je me suis arrêté, sans savoir si je devais la saluer ou passer mon chemin. « Vous êtes toujours debout aussitôt ?» a-t-elle lancé, sans me regarder. C'est le seul moment où le monde n'essaie pas d'avoir l'air de quelque chose, ai-je répondu, un peu surpris par ma propre phrase. Elle a souri, lentement. Comme si la réplique méritait un petit détour intérieur. « Vous devriez planter quelque chose, a-t-elle dit. Commencez petit. Du basilic. Ou des tomates, si vous êtes téméraire. J'arrive à faire mourir des cactus. » Elle s'est relevée, les mains pleines de terre, et a épousseté son jean du plat de la paume. « Alors vous apprendrez, a-t-elle soufflé. La terre rend humble, de toute façon. Je ne savais pas si elle parlait de jardinage ou d'autre chose. Je n'ai pas demandé. Elle s'est éloignée vers sa porte, comme toujours, sans se retourner. Le lendemain matin, un petit pot de basilic m'attendait sur le seuil. Pas de mots. Rien d'autre que l'odeur de l'été en germe. Ce genre de chose est devenu notre langage. Une assiette laissée sur un muret. Un livre déposé dans le couloir avec un coin de page replié. Une phrase glissée entre deux silences. Rien d'explicite. Rien de suffisamment clair pour être retenu contre nous. Mais assez pour qu'aucun de nous ne puisse faire semblant. Un soir, alors que je lisais sur le perron, elle est sortie avec une bouteille de vin entamée et 2 verres. Elle ne m'a pas demandé si je voulais boire. Elle a tendu le verre, puis s'est assise près de moi, les jambes croisées, le regard posé sur la rue. « Il n'est pas fameux », a-t-elle dit en goûtant. « Mais il fait le travail. » « Quel travail ?» Elle n'a pas souri. Adoucir les angles. C'est la première fois que j'ai perçu quelque chose de brisé, ou plutôt de fendu, chez elle. Une faille discrète, mais ancienne. Comme un miroir sans éclat. Elle a parlé, ensuite. Un peu. À demi-mot. Elle m'a dit qu'elle avait enseigné la littérature à l'université. Qu'elle n'y avait pas remis les pieds depuis bientôt 2 ans. Qu'un homme, elle ne l'a pas nommé, était parti. Pas brutalement. Pas dans le vacarme. Mais morceau par morceau, comme une nappe de neige qui fond sans qu'on y prenne garde. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça, a-t-elle murmuré. Vous ne racontez pas. Vous dites. Elle m'a regardé comme si cette nuance lui était nouvelle. Je n'ai pas pris sa main. Je n'ai pas tenté de la rassurer. Je suis resté là, immobile, à quelques centimètres d'elle. Et c'est dans cette tenue, je crois, que les choses ont commencé à se nouer. Pas dans les gestes. Dans leur absence. Les jours sont devenus plus longs. Les soirs plus tièdes. Et sans que je sache comment, je me suis mis à la chercher du regard dans les reflets de ses vitres. À guetter les ombres qui traversaient son salon. Je ne voulais pas les pieds. Mais sa silhouette, sa démarche, la lumière de sa lampe de lecture, tout cela m'appelait, doucement. Un matin, alors que j'arrosais le basilic, elle m'a rejoint. Elle tenait une tasse à moitié vide, encore pieds nus. « Vous ne l'avez pas tué ?» a-t-elle remarqué. J'essaie de ne pas décevoir mon professeur. Elle a eu ce petit rictus en coin, celui qui s'arrête toujours juste avant de devenir un sourire. Mais cette fois, ses yeux sont restés sérieux. « Vous me demandez si je regrette d'avoir arrêté l'enseignement ?» a-t-elle deviné. Je n'avais rien demandé, mais elle a continué. Ce qui me manque, c'est d'être nécessaire. D'être entendu. Elle n'attendait pas de réponse. Mais j'ai demandé, doucement. Les gens ne vous écoutent plus ? Elle a planté son regard dans le mien. Être écouté, ce n'est pas pareil qu'être accueilli. Et là,
Une fois encore, elle avait dessiné cette ligne entre elle et moi. Invisible, mais tranchante. Une semaine plus tard, je l'ai trouvée dans la buanderie, penchée sur le sèche-linge. Elle portait une chemise blanche trop grande, ouverte sur ses clavicules, un jean effiloché, les pieds nus sur le carrelage froid. Elle m'a tendu un panier. Vous êtes le roi des chaussettes abandonnées. Peut-être que je le fais exprès, ai-je dit sans réfléchir. Elle a figé son geste. Puis a tourné la tête, lentement. C'est une drôle de manière d'avouer, murmura-t-elle. Nos regards se sont accrochés. Pas de séduction. Pas de pause. Juste un battement d'air suspendu. Elle m'a tendu le panier. Nos doigts se sont frôlés. Ni elle ni moi n'avons reculé. Vous me rendez visible, a-t-elle dit en murmurant, alors que je tournais déjà les talons. Je suis resté là, dos à elle. Ces mots ont coulé jusqu'à moi comme de l'eau chaude sous la peau. Et j'ai compris, sans l'admettre, que ce n'était pas elle qui risquait de tomber. C'était moi. Les jours suivants furent plus silencieux. Pas un froid. Pas une distance tranchée. Mais ce genre de calme chargé que prennent les choses quand elles ont frôlé un seuil. Elle ne m'évitait pas. Mais elle glissait. Comme si elle s'était reculée d'un pas sans bouger. On se croisait encore dans l'escalier, dans la cour, dans l'ombre tiède du début de soirée. Elle ouvrait parfois sa fenêtre, laissait passer quelques accords de saxophone ou de piano. Mais elle ne cherchait pas. Elle ne provoquait rien. Et moi, j'essayais de ne pas forcer ce qui, peut-être, était fragile justement parce qu'il avançait de lui-même. Mais le silence, je l'ai senti, pesait différemment cette fois. Il n'était pas neutre. Il résistait à l'évidence. Le dimanche suivant, vers 17h, elle a frappé à ma porte. Elle tenait une bouteille de vin sous le bras, un plaid replié contre sa hanche. « Je fais une soupe », a-t-elle dit. « Tu peux venir. » « Ou pas. » Je propose. C'est tout. Elle n'a pas souri. Mais sa voix tremblait légèrement dans les angles. Je n'ai pas hésité. Je l'ai suivie. Chez elle, il faisait chaud. Pas par la température, mais par la lumière douce, les odeurs de la cuisine, la musique faible qui sortait d'une enceinte presque cachée derrière des livres. Le romarin, l'ail, quelque chose de sucré en fond. Et cette façon qu'elle avait d'occuper l'espace sans y régner. Elle m'a montré un fauteuil près de la baie vitrée. 10 minutes, a-t-elle dit. Assieds-toi. J'ai obéi. Je me sentais maladroit, dans ce décor précis, presque intime, qui ne m'appartenait pas. Elle s'est déplacée dans la cuisine avec une aisance discrète. Sans bavardage. Sans mise en scène. Elle racontait de petites choses, des anecdotes sur la soupe, une remarque sur un vin qu'elle avait ouvert trop tôt, une phrase sur sa mère qui, selon elle, ratait tous les plats par orgueil. Puis elle s'est assise. 2 bols fumant entre nous. Nous avons mangé sans hâte. Presque sans mots. Mais cette fois, le silence ne gênait pas. Il creusait un sillon entre nous. Il tissait une forme d'accord. Après, elle a emporté les bols sans me demander si j'avais fini. Et elle est revenue avec le plaid, s'est installée sur le rebord de la fenêtre, jambes repliées. J'ai pris place à côté, un peu raide d'abord. Puis, sans m'en rendre compte, je me suis rapproché, jusqu'à ce que nos épaules se touchent. La pluie est revenue, fine, presque absente. Claire a tourné légèrement la tête vers moi. « Je ne fais pas ça », a-t-elle dit. « Laissez quelqu'un entrer. »« Pas comme ça. »« Tu l'as déjà fait », ai-je murmuré. Elle a fermé les yeux. Comme si cela confirmait quelque chose en elle qu'elle ne voulait pas entendre. « Je ne veux pas être une projection », a-t-elle soufflé. Un fantasme. Ou un épisode. Tu ne le es pas. Elle a secoué la tête. Et je ne veux pas être cette femme plus âgée dans ta vie. Celle qu'on regrette avec tendresse, plus tard, mais qu'on n'intègre jamais vraiment. Il n'y avait ni agressivité, ni défense. Juste cette peur nue, compacte, qui venait de loin. Tu n'es pas un rôle dans ma tête, Claire. Tu es là. Elle m'a regardé longuement. Cherchant, je crois, si mes mots heurtaient une cicatrice précise en elle. Puis elle a glissé sa main, lentement, dans la mienne. Pas un geste spectaculaire. Pas une déclaration. Juste cette pression chaude, fragile, d'un être humain qui décide, malgré lui, de faire un pas vers l'inconnu.
Nous sommes restés ainsi longtemps. Sans un mot. Et c'était bien plus que tout ce que j'aurais pu dire. L'été s'était installé sans qu'on y prenne garde. Les fenêtres restaient ouvertes plus tard. Les volets grinçaient à peine dans le vent du soir. Et entre elle et moi, il y avait cette forme étrange de cohabitation invisible, pas une relation, pas une amitié non plus. Plutôt une attention partagée, un espace d'air respiré à deux. Je continuais à vivre à l'étage. Elle continuait à vivre en dessous. Mais les contours de nos mondes respectifs s'érodaient. Comme deux papiers posés trop longtemps l'un contre l'autre. Parfois, elle laissait une assiette sur le rebord de ma fenêtre, un morceau de tarte aux figues, une tranche de cake salé, un reste de salade composée. Jamais de mots. Rien d'explicite. Mais chaque fois, c'était juste. À l'heure où je rentrais, au moment où j'avais faim, ou au jour précis où je semblais plus fatigué. Je répondais avec mes propres gestes. Un roman trouvé dans une brocante, que je déposais près de sa porte. Un carnet relié à l'ancienne. Un thé noir en vrac venu d'une échoppe du Vieux-Lyon. Elle ne commentait jamais. Mais je savais qu'elle les utilisait. Les livres revenaient feuilletés, des phrases soulignées en crayon à papier, un marque-page oublié comme un aveu discret. On ne nommait rien. On ne fixait aucune règle. Mais chaque chose disait « Je te vois. Je te reconnais ». Un soir, j'étais rentré tard. Je m'étais attardé au bord de la Saône, marchant longtemps, sans raison. Le genre de marche qui cherche une issue. En revenant, j'ai vu que ces lumières étaient encore allumées. La fenêtre entr'ouverte. Une faible lumière chaude dans le salon. Je suis resté sur le perron, hésitant. Puis la porte s'est ouverte. Elle m'a regardé, sans surprise. « Tu viens ?» Je suis entré. Il y avait une bougie allumée sur le plan de travail. Une odeur légère de cannelle ou peut-être de fleurs d'oranger. Elle était en pull large et leggings, pieds nus. Toujours cette allure d'intimité sans effort. « Je n'arrivais pas à dormir », a-t-elle dit. Moi non plus. On s'est assis. Chacun à sa place. Comme si le salon avait une mémoire. Pas de vin, cette fois. Juste de l'eau, et la chaleur de l'été qui passait par les murs. Le silence n'était pas tendu. Mais il était chargé. D'attente. D'un mot que personne ne voulait prononcer le premier. « Tu comptes partir quand ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé, pris de court. « Partir ? Tu n'as jamais dit que tu resterais. » Je ne savais pas que j'en avais le droit. Elle a esquissé un sourire, lasse. « Les gens ne restent pas, tu sais. » Pas vraiment. Tu ne leur demandes pas non plus. Ses yeux se sont levés, clairs et un peu tristes. C'est justement ça. Je ne demande pas. Parce que je ne fais pas confiance à la réponse. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Je ne pars pas, Claire. Elle a haussé les épaules. Mais je voyais que ça la touchait. Et que ça l'effrayait. Tu dis ça aujourd'hui. Mais un matin tu te lèveras, et tu te rendras compte que je ne rentre pas dans la vie que tu devrais avoir. Je ne suis pas ouverte, ni jeune, ni facile. Je n'ai rien dit. Elle avait besoin de vider ça. Pas d'être contredite. J'ai passé des années à faire semblant que ça m'allait. Ce vide. Cette indépendance. Cette manière qu'ont les gens de frôler sans jamais toucher vraiment. Mais j'en ai marre d'être celle à qui on ne s'attache pas trop, au cas où. Quand elle s'est tue, j'ai posé ma main sur la sienne. Simplement. Elle l'a serrée. Un peu plus fort que la première fois. Et dans cette pression-là, il y avait tout ce qu'on ne disait pas encore. Le mois d'août avançait, incandescent, puis lentement orageux. Les rues sentaient la pierre chaude et l'eau stagnante, les rideaux restaient tirés jusqu'à midi, et les nuits avaient ce parfum de ville ralentie, où tout semble suspendu, provisoire. Entre nous, rien n'avait changé. Et tout, peut-être. Les gestes étaient les mêmes. Les silences aussi. Mais je percevais un glissement. Comme si nous avions franchi un bord, sans encore savoir lequel. Elle continuait à vivre dans son appartement du dessous, à écouter ses disques de jazz, à cultiver ses tomates cerises et ses silences. Je vivais au-dessus, mais de moins en moins séparés. Il arrivait que je la croise en peignoir le matin, une tasse à la main, les cheveux encore humides. Et je voyais, dans ses yeux, ce regard qui reconnaît l'habitude naissante. Un matin,
Elle m'a dit. Tu laisses toujours ton bol sur le bord de l'évier, comme si tu hésitais à le laver ou à le laisser pour quelqu'un d'autre. J'ai haussé les épaules. Je laisse la possibilité. Elle a souri, mais son regard s'est assombri aussitôt. N'ouvre pas une porte que tu ne comptes pas garder ouverte. Ce n'était pas un reproche. C'était une peur. Je ne savais pas encore comment répondre à cela. Alors je n'ai rien dit. Un autre soir, je suis descendu avec un recueil de poèmes que j'avais trouvé dans une boîte à livres près des quais. Elle était installée dans son fauteuil, les jambes repliées sous elle, un chat qu'elle n'avait jamais mentionné endormi sur la coudoir. Je croyais que tu n'aimais pas les poètes, ai-je dit en m'asseyant à côté. Je les aime, a-t-elle murmuré. Mais ils m'en veulent. Pourquoi? Parce qu'ils disent les choses que je me refuse encore à formuler. Elle a ouvert le livre, lentement, et a commencé à lire à voix basse. Juste quelques vers. Puis elle s'est arrêtée, net. Tu sais, ce que tu me donnes, c'est dangereux. Je ne comprenais pas. Pourquoi? Parce que je commence à me sentir réel à nouveau. Et dans sa voix, il n'y avait ni espoir ni colère. Juste cette fragilité nue, que l'on ne montre qu'à ceux qu'on redoute de perdre. Nous avons continué à nous frôler. Pas encore de baisers. Pas encore de nuits partagées. Mais des gestes, sa main qui effleure mon bras quand elle passe derrière moi. Mon épaule contre la sienne sur le canapé. Et nos silences de plus en plus longs, de moins en moins vides. Un vendredi, en fin d'après-midi, je l'ai surprise dans son salon, les yeux fermés, assise par terre, adossée au mur. Elle n'avait pas vu que j'étais là. Je suis resté sur le pas de la porte. Puis elle a ouvert les yeux. « Tu veux entrer ?» a-t-elle dit simplement. Je suis resté debout un moment. Puis j'ai avancé, lentement, comme on entre dans une pièce sacrée. Je me suis assis face à elle, nos genoux presque joints. Elle ne m'a pas touché. Je ne l'ai pas touchée. Mais entre nous, il n'y avait plus de feinte. Tu crois qu'on peut traverser la vie avec ce genre de choses? A-t-elle demandé. Quelle chose? Ce qui n'a pas de nom. Ce qui n'entre dans aucune case. Je n'ai pas répondu tout de suite. Peut-être que ce qui compte n'a pas besoin de nom. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a soufflé. Alors reste encore un peu. Je suis resté. Le dernier dimanche d'août s'est levé comme tous les autres, lumière pâle sur les toits, chant des martinets en rafale, le cliquetis discret de ces volets qui s'ouvraient en bas. Mais dans cette répétition familière, il y avait une teinte différente. Comme si la scène se jouait une dernière fois, sans qu'on sache encore pour qui. Je ne l'avais pas vue depuis 2 jours. Pas un mot. Pas un signe. Ce n'était pas un oubli. Ni un froid. C'était une pause. Une manière de prendre la mesure de ce qui, malgré nous, avait pris forme. Vers 17 heures, incapable d'attendre plus longtemps, je suis descendu. J'ai frappé doucement. Pas de réponse. J'ai attendu. 10 minutes. Puis j'ai frappé à nouveau. La porte s'est ouverte. Lentement. Elle était là, en robe bleu nuit, les cheveux relâchés, les pieds nus sur le parquet. Assise à sa table, les mains croisées. Elle n'a pas eu l'air surprise. Juste, fatiguée. Je suis entré. Elle n'a rien dit. Alors j'ai parlé. Tu es distante. Elle a hoché la tête. Comme si elle le savait, mais ne pouvait pas faire autrement. J'ai essayé, dit-elle simplement. D'étouffer ça. Ce qu'il y a entre nous. Ce que ça réveille. Je suis resté debout. Comme un élève à qui on va annoncer une sentence. Et alors? Ai-je demandé. Elle a levé les yeux. Son regard était nu, presque tremblant. Ça ne marche pas. J'ai beau essayer, ça ne passe pas. Je me suis approché. Lentement. Comme si chaque pas comptait. Elle s'est levée, sans bruit. Nos corps presque face à face. Tu me rends visible, a-t-elle répété. Et ça, je ne sais pas si je suis prête à le supporter. Je n'ai pas bougé. J'ai juste levé la main. Pas pour la prendre. Pour l'effleurer. Tu existes, Claire. Tu as toujours existé. C'est moi qui apprends à le voir. Elle a fermé les yeux. Ce n'est pas censé se passer comme ça. Pas à nos âges.
Pas dans ces conditions. Je ne suis pas une promesse. Je suis un détour. Peut-être. Mais je n'ai pas envie de reprendre la route. Elle a tremblé. Légèrement. Puis elle a dit, presque à voix basse. Embrasse-moi. Mais pas pour ouvrir quelque chose. Juste, pour qu'on sache que c'est réel. Alors je l'ai fait. Pas un baiser affamé. Pas un geste d'urgence. Un baiser lent, profond, ancré. Comme un souffle retenu trop longtemps. Ses mains ont trouvé ma nuque. Les miennes sont d'eau. Et dans cette étreinte fragile, il n'y avait ni futur ni passé. Juste cet instant. Brut. Silencieux. Quand nos lèvres se sont détachées, elle ne s'est pas éloignée. Elle a posé son front contre le mien. Et maintenant ? A-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. On s'est assis sur le canapé, comme toujours. Elle contre moi, sa tête sur mon épaule, mes doigts autour de sa main. On a regardé la lumière tomber, la nuit s'approcher, le monde continuer. Plus tard, elle m'a dit. J'ai peur que tu m'abîmes sans le vouloir. Et moi j'ai peur de passer à côté de toi par prudence. Elle a tourné les yeux vers moi. C'est cils humides, c'est très relâché. Tu restes ce soir ? J'ai hoché la tête. Pas pour passer la nuit dans son lit. Mais pour rester là, auprès d'elle. La fenêtre ouverte. Le vent tiède. La lenteur de deux cœurs qui se désarment. Nous avons parlé peu. Écouté beaucoup. Puis le silence est revenu. Mais ce n'était plus le même. Il n'était plus chargé de crainte. Il contenait, désormais, une forme de paix. Je suis monté plus tard. À pas lents. Elle m'a raccompagné jusqu'à l'escalier. Une dernière caresse des yeux. Je ne sais pas où ça va, a-t-elle soufflé. On n'est pas obligé de savoir. Elle a souri. Vraiment. Pour la première fois peut-être. Et j'ai compris que ce qui naissait entre nous n'avait pas besoin de forme. Il suffisait de le vivre. Comme un chant discret, qu'on écoute en soi longtemps après qu'il se soit tu.